Hola, buenos días y bienvenidos a todos al canal de Profe Laura. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo un petit peu exceptionnelle puisque j'ai décidé de vous expliquer comment se déroulent les épreuves de 3C1 en espagnol. J'ai décidé de vous donner quelques informations essentielles de manière générale, c'est-à-dire que je ne vais pas faire de méthodologie. Cette vidéo s'adresse donc en particulier aux secondes qui vont bientôt passer en première et également aux premières qui sont en début d'année et qui se posent encore quelques questions sur les épreuves de 3C1 en espagnol. Allez, c'est parti. On commence avec la première question. Que signifie le sigle E3C? Alors, le E se réfère au terme épreuve. C'est le E du mot épreuve. Le 3C, quant à lui, se réfère au C des trois termes commune, contrôle et continu. Les trois mots commencent par un C. E3C signifie donc épreuve commune de contrôle continu. Lorsque l'on parle des E3C1, on parle de la première partie des épreuves communes de contrôle continu. Lorsqu'on parle des E3C2, on parle de la deuxième partie. Les deux parties, la 1 et la 2, ont lieu en première. Et lorsqu'on parle des E3C3, eh bien forcément on parle de la troisième partie des épreuves, celles qui ont lieu en classe de terminale. Question suivante. Quand est-ce qu'ont lieu les E3C1? Eh bien elles ont lieu durant le mois de février ou durant le mois de mars, l'un des deux. Par exemple, cette année, dans mon établissement, elles ont eu lieu le 6 février et le 7 février, c'est-à-dire donc mois de février. Par contre, elles ont obligatoirement lieu, sachez-le, durant le deuxième trimestre de la classe de première, pour les E3C1. Je fais bien la nuance. Les E3C1 se déroulent durant le deuxième trimestre de la classe de première. Où ont lieu les épreuves de 3C1? Eh bien, elles ont lieu dans votre établissement, dans votre lycée, dans votre cité scolaire. C'est-à-dire que vous n'allez pas partir dans un autre établissement pour réaliser les épreuves. Vous les réalisez dans les salles de cours que vous fréquentez pendant toute l'année. La grande particularité, la grande différence avec l'ancien baccalauréat, c'est qu'avant, lorsque les premières et les terminales passaient leur bac, au mois de juin, notamment les épreuves écrites, on fermait l'établissement et on les mettait dans certaines classes de l'établissement pour qu'ils puissent réaliser leurs épreuves. Maintenant, avec les E3C, c'est un petit peu particulier puisque lorsque vous passez vos épreuves, le reste du temps, vous suivez votre emploi du temps normal et le reste des classes qui ne passent pas les E3C, notamment les secondes, sont eux aussi en cours. C'est-à-dire que par exemple, si vous avez votre épreuve d'espagnol le mardi de 15h à 16h, eh bien de 14h à 15h, mais également le matin, vous allez aller en cours. De 15h à 16h, vous allez aller passer votre épreuve d'espagnol. Et une fois que l'épreuve d'espagnol sera terminée, de 16h à 17h, vous allez retourner en cours selon votre emploi du temps normal. D'accord? Les autres classes, par exemple les secondes, eh bien eux, ils vont continuer à aller en cours. On ne ferme pas l'établissement. Par contre, on va s'arranger bien évidemment pour que les locaux que vous allez occuper pour réaliser vos épreuves ne soient pas dérangés par les autres classes, c'est-à-dire qu'on fait en sorte que les autres classes ne passent pas dans les couloirs pendant que vous êtes en train de faire vos épreuves. C'est pour vous laisser quand même un petit peu de tranquillité. Donc ce choix, il est censé vous rassurer. On considère que cela vous enlève une partie du stress parce que vous restez dans des endroits que vous connaissez et que vous fréquentez depuis normalement un petit peu de temps. Question suivante. Alors là, on rentre dans le vif du sujet. En quoi consistent les E3C1 en espagnol? Alors, lors des E3C1 en espagnol, c'est-à-dire les épreuves que vous allez passer au mois de février, vous allez avoir deux exercices. Une compréhension orale, vous avez l'habitude d'en faire depuis que vous avez commencé l'espagnol, et une expression écrite. La totalité de l'épreuve, elle dure 1 heure. Alors, bien évidemment, vous le savez, 1 heure, ça peut paraître très court lorsqu'on a beaucoup de choses à dire, et à la fois très long lorsqu'on n'a rien à dire. Mais de manière générale, faites très attention au temps, ça passe vite, d'accord? Donc l'épreuve de compréhension orale, comment est-ce qu'elle se déroule? C'est un petit peu particulier, je vous explique ça. Alors, donc la compréhension orale, ça peut être une vidéo, ou ça peut être uniquement un audio. C'est généralement un peu plus
compliqué entre guillemets pour vous parce que vous paniquez plus à l'idée de vous dire qu'il n'y a que du son. Vous aimez bien généralement quand il y a une vidéo parce que vous vous raccrochez à l'image. Par contre, que ce soit une vidéo ou un audio, c'est maximum 1 minute 30. D'accord? L'enregistrement ne peut pas durer plus longtemps. Vous allez écouter cet enregistrement 3 fois. Et entre les 3 fois, il va y avoir une minute de pause pour que vous puissiez organiser vos notes, organiser votre brouillon. D'accord? Ensuite, c'est là que c'est important et il ne faut surtout pas faire l'erreur lors de l'épreuve. Le compte-rendu de cette compréhension orale que vous allez faire, il faut le rédiger en français. Alors ça peut paraître étrange, puisque la vidéo est en espagnol, et ensuite vous résumez ce que vous avez compris en français, mais c'est comme ça. D'accord? Ce résumé, il va être évalué sur 10 points, avec une grille d'évaluation que tous les professeurs ont. On a tous la même. Parfois, vos professeurs décident de vous la fournir pendant l'année. Moi, ce que je fais avec mes premières, c'est que lorsqu'on fait des CO entraînement en classe, eh bien, je les corrige et je leur fournis la grille d'évaluation. J'entoure les points pour qu'ils puissent se situer sur la grille d'évaluation et puis aussi la découvrir, même si elle est très compliquée, soyons honnêtes à comprendre, ça peut vous rassurer de connaître la grille d'évaluation. C'est au choix de votre professeur. Cette grille d'évaluation, elle est identique entre les LVA et les LVB. Par contre, le barème est plus exigeant pour les élèves qui font le choix d'être espagnol LVA, bien évidemment. On continue. L'épreuve d'expression écrite. Un petit peu différente, vous allez voir. Donc, pour l'épreuve d'expression écrite, vous allez avoir 2 sujets, le sujet A ou le sujet B. Vous choisissez celui qui vous inspire le plus. Les sujets peuvent être variés. Vous pouvez par exemple avoir une citation que vous allez commenter, ou expliquer par exemple pourquoi le thème du sujet s'inscrit dans l'axe du programme, etc., etc. Grosse différence avec l'épreuve de compréhension orale, l'expression écrite est à faire en espagnol, pas en français. Vous rédigez en espagnol. Vous commentez par exemple la citation en espagnol. Comme pour la compréhension orale, l'expression est évaluée sur 10 points, avec une grille d'évaluation, pas la même que la compréhension orale, une autre grille. Et la grille, comme pour la CO, est identique entre les LVA et les LVB, mais le barème est plus exigeant pour les LVA. Donc la totalité de l'épreuve, 10 points pour la CO, 10 points pour l'expression écrite, 20 points pour la totalité. Alors quelques informations essentielles. Sachez que la thématique du sujet porte sur un axe du programme que vous avez étudié en cours. C'est impératif, d'accord? Vous ne pouvez pas tomber sur un axe que vous n'avez pas travaillé avec votre professeur. Par contre, attention, j'y tiens, attention. Cela ne signifie pas que la thématique du sujet est la même, exactement la même que celle que vous avez vue en cours. Regardez par exemple, si vous tombez sur l'axe art et pouvoir, vous avez peut-être étudié en cours le muralisme mexicain. Ça ne veut pas dire que si vous tombez sur l'axe art et pouvoir à l'épreuve, vous allez impérativement tomber sur le muralisme mexicain. Ça peut être une autre thématique, comme par exemple les graffitis en Espagne, les graffitis en Argentine, etc., etc. Faites bien attention à ne pas vous dire que l'axe et la thématique que vous avez vue en cours vont être les mêmes. Vous pouvez tomber sur l'axe que vous avez vu en cours, mais avoir une autre thématique. D'autres informations essentielles. Alors le sujet d'expression écrite est en lien avec la CO. Ils ont la même thématique, d'accord? Vous ne pouvez pas avoir une CO qui parle sur le football en Argentine et une expression écrite qui parle du flamenco en Espagne, d'accord? C'est impossible. Il faut qu'il y ait un lien entre les deux épreuves. Sachez que le niveau attendu en LVA est le niveau B1. D'accord? Et qu'en LVB, on attend un niveau entre A2 et B1. Le choix de la LVA ou de la LVB, c'est à vous de le faire, mais je vous encourage vivement à en discuter avec votre professeur d'anglais et avec votre professeur d'espagnol pour vraiment voir s'il y a une nette différence entre votre niveau d'anglais et votre niveau d'espagnol et est-ce que ça vaut vraiment le coup d'inverser LVA et LVB. D'accord? Autre information, pour le compte-rendu de l'ACO, il est important de ne pas décrire la moindre chose que vous observez par exemple dans la vidéo.
parce que le professeur qui corrige votre copie a déjà vu la vidéo et parce que certains détails sont complètement inutiles. Je prends très souvent l'exemple avec mes élèves. N'allez pas dire, par exemple, que le monsieur qui marche sur le trottoir a une moustache. Est-ce que c'est important? Je ne pense pas. D'accord? Ensuite, pour l'expression écrite, eh bien vous allez penser à bien revoir les connecteurs logiques en espagnol. Ça fait vraiment la différence. Lorsque vous réalisez votre épreuve d'expression écrite, vous allez structurer votre rédaction et vous allez donc utiliser des connecteurs logiques. Ça permet de faire le lien entre les paragraphes, de donner une structure à son récit et ça permet également de gagner des points. D'accord? Donc faites bien attention à tout ça. Allez, je termine avec une question qui m'a été posée à plusieurs reprises par mes élèves. Est-ce que nous allons réaliser des entraînements durant l'année? Alors la réponse est oui, puisque lorsque nous allons faire nos séquences de cours, à chaque séquence à peu près, je m'arrange pour faire une CO type bac, c'est-à-dire que je vous mets en condition examen, je vous passe le document 3 fois, espacé à chaque fois d'1 minute, et puis après je vous laisse le reste de l'heure, mais généralement c'est mieux de le faire en 10 ou 15 minutes pour faire votre compte rendu en français que je ramasse. Ensuite, je le corrige. Je vous donne une note avec la grille d'évaluation du bac pour que vous puissiez vous situer avant l'épreuve. Et on réalise également en cours une correction commune. Alors c'est rarement la correction idéale, mais c'est celle qui réunit à peu près les bonnes réponses et qui vous aurait permis de récolter une bonne note. Voilà. Allez, je pense avoir fait le tour concernant les E3C1 en espagnol. S'il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Adios!